Ah mais oui, il n'y a pas de problème. Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Léo Henry, auteur de Hildegarde, aux éditions de La Volte. Donc bonjour à vous, bienvenue sur le salon. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'Hildegarde, qui est donc votre dernier roman qui vient de paraître? C'est un roman qui met en lumière une abbesse qui a été scientifique, qui a été poétesse, compositrice, elle a fait vraiment beaucoup de choses. Comment est né ce roman? Comment ça se fait que vous ayez eu envie de parler de cette personne en particulier? C'est un prétexte un peu. Enfin, c'est un prétexte. C'est le cœur du bouquin, c'est le centre de ce que je voulais raconter. C'est donc la vie de cette abbesse bénédictine, qui est une personne extrêmement importante dans l'histoire du Moyen-Âge occidental. Et donc, ça me permettait par là d'aborder plusieurs choses qui m'intéressaient beaucoup. Et en premier lieu, peut-être ce qui se concerne plus directement les Imaginales, c'était la question de la fantaisie, en fait. Et du coup, de se poser la question du médiéval fantastique et de savoir dans quelle mesure je pouvais essayer de trouver un nouveau moyen, un moyen qui, moi, me satisfasse mieux pour faire du médiéval fantastique. Et du coup, en utilisant non pas tant la façon dont le Medfan s'est construit depuis le XXe siècle ou la fin du XIXe, mais vraiment comment les gens du Moyen-Âge pouvaient décrire d'une certaine façon leur monde. Et ça passait par un point de vue religieux, en fait. C'est-à-dire que le monde médiéval vu par les gens du Moyen-Âge est un monde qui est déjà vu, qui est un monde merveilleux, et qui est vu par le filtre, en particulier de la Bible. Et donc, du coup, l'idée, c'était une des questions à la base de ce bouquin, c'était de me dire pourquoi est-ce que dans notre appréhension du Medfan, on a totalement viré la question religieuse. Pourquoi est-ce que ça a été totalement éradiqué de la façon dont on reconstruit le Moyen-Âge fantasmé pour y faire vivre des aventures épiques. Et comment est-ce que moi je pouvais trouver un moyen satisfaisant d'y retourner. Et donc voilà, c'est un des axes de Hildegarde, mais Hildegarde est un très gros livre et qui a beaucoup de portes d'entrée. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps. Mais ça, c'est une des choses qui me tenait vraiment à cœur dans ce bouquin. Mais pourquoi ce personnage en particulier Et alors pourquoi Hildegarde? Alors Hildegarde, il y a pareil, c'est le fait que c'était un personnage très protéiforme, avec plein d'interprétations possibles. Et une des interprétations qui m'a séduit très tôt, une des interprétations, une des pistes, c'est que parmi les nombreuses choses qu'elle a faites, elle a fait vraiment énormément de choses différentes, elle a inventé une langue imaginaire. Et c'est la première langue construite à tester en Occident, c'est la langue inconnue de Hildegarde de Bingen, et qui est un pan de son travail qui a plongé les chercheurs dans la confusion en fait, jusqu'à très récemment, parce qu'on ne comprend pas quel intérêt ou dans quel but elle a fourni ce travail. Et ce qui la rapproche beaucoup plus près de nous d'un monsieur comme Tolkien, dont l'œuvre de fantaisie découle en fait du fait qu'il était un constructeur de langue imaginaire et qu'il a le fait de faire une langue imaginaire, une langue artistique imaginaire nécessite, ou en tout cas c'est une façon qu'il a trouvé un aboutissement à ce travail, c'est de créer un univers dans lequel cette langue aurait un sens et dans lequel il pourrait être l'histoire. D'accord, donc des personnes qui ont réellement existé et qui ont eu une influence et une production qui était vraiment pas hors de leur temps, mais vraiment remarquable oui, pour voilà, son merci, époque. remarquable. Non, mais et à la fois hors de son temps parce que ce qui est aussi super intéressant avec Hildegarde, c'est que c'est une figure qui est réactualisée très régulièrement. Donc il y a son existence historique attestée dans laquelle elle tient un rôle social assez déterminé dans cet espace-là. Et en fait, au fil des siècles, elle a été réutilisée dans plein de sens différents. Et rien que sur les 10 ans que j'ai mis à écrire le livre, j'ai vu transformer, en fait son statut a changé en fait quand moi j'étais petit, Hildegarde c'était une compositrice, donc elle était connue pour sa musique et comme figure importante de l'histoire de la musique occidentale, on va dire. Et là maintenant, depuis sa canonisation, elle est devenue et une figure de proue du renouveau chrétien, où de la chrétienté un peu militante, et surtout une figure du bien-être, du bien manger, et donc d'un lien entre des espèces de pratiques millénaires et des pratiques écologiques contemporaines individuelles. Ouais, donc c'est une femme qui a réussi à finalement traverser les siècles sur plusieurs niveaux, puisque la nourriture, les sciences, la musique, c'est carrément des domaines différents. Ouais. Finalement, le roman, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il va parler, de l'intrigue
Alors c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une seule intrigue, c'est un livre-monde. Et donc au centre du roman, il y a la vie de Hildegard. Et autour du roman, il y a le monde dans lequel elle évolue. Et donc du coup, il y a plusieurs lignes d'intrigue qui s'ouvrent et qui se referment. Par exemple, il y a un récit de la première croisade par un enfant qui embarque en Allemagne et donc qui va jusqu'à Jérusalem. Il y a plusieurs récits de merveilleux chrétiens. Donc il y a l'histoire des 11 000 vierges de Cologne, il y a une vie de l'Antéchrist. Il y a une traversée de la Bible par l'aspect musical. Il y a, je suis en train d'oublier des trucs, il y a un gros chapitre sur l'héritage ésotérique de Hildegard et le début de l'imprimerie. Enfin voilà, donc c'est un livre dans lequel Hildegard, au centre duquel Hildegard est, et qui compile et qui rassemble énormément de récits, énormément d'histoires, de registres différents qui sont mis les uns à côté des autres. Et d'ailleurs, oui, ça me fait venir à ma prochaine question, parce que finalement, donc, on a plein de récits enchâssés. Est-ce que comment vous avez procédé en fait pour les faire se rejoindre, enfin les faire s'axer sur Hildegard, enfin le créer Et ben je me suis assis longuement et j'ai longuement écrit. En fait, parce que l'idée de Hildegard, c'était de faire un gros livre. Et donc du coup, ce qui fait que le livre tient, ce qui fait que les histoires se retrouvent et se rencontrent, c'est que je tourne autour du même point. Je tourne à une distance à peu près constante autour du même point. Et donc ce qui fait que petit à petit, en fait, on se rend compte que les personnages qu'on a vus dans un récit sont les mêmes, ou alors que le lieu c'est le même endroit vu dans notre point de vue, ou alors que c'est la même thématique abordée autrement. Donc il y a quelques points centraux qui sont la zone géographique, donc entre Mayence et Cologne, la zone temporelle, on est au XIIe siècle, et ensuite toute une série de thématiques qui s'entrecroisent. Voilà. Il y a un lecteur qui a décrit ça comme des miniatures médiévales en fait. Et du coup, je crois que ça tient aussi de ça. C'est-à-dire c'est une juxtaposition des sortes de petits blasons, là, les petites qu'on peut avoir sur l'entrée de certaines très vieilles églises, là, les petites scènes qu'on retrouve. Ou même un vitrail, en fait, où il y a une espèce de pléthore de détails, en fait, ça crée une en fait, il y a plein de petits éléments de symboles. Exactement. Et c'est la façon dont ces choses-là se rejoignent. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis aussi, qui était assez satisfaisant en tant qu'écrivain, c'est que de traverser un livre aussi gros en gardant juste une ligne, j'avais peur que ça m'épuise. Et donc, du coup, il y a divers registres quand même. Et du coup, il y a de l'épique. Il y a tout un chapitre, j'ai oublié, le légendaire, qui est un chapitre sur comment les légendes européennes se sont fixées à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a un gros chapitre avec Parsifal et les Nibelungen, et Dietrich von Bern, et les dragons, et des géants, mais qui entrent qui font écho au reste du récit, qui compose une partie de cette tentative de reconstitution du Moyen-Âge, mais qui est totalement fantasmée, donc je pense que c'est de la fantaisie, c'est 100% de la fantaisie. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que Hildegard et ses contemporains sont donc des personnages historiques. Tu as un ancrage au niveau des dates, au niveau des personnages, mais c'est un roman quand même qui reste une fiction. Est-ce que c'est difficile de concilier histoire et récit fictionnel en fait Non, pas du tout. Mais parce que je crois pas du tout, je crois pas que l'histoire existe, quoi. L'histoire, c'est des histoires, et donc du coup non, récit fictionnel, c'est ça qui est intéressant même dans le fait de faire de la recherche historique, c'est que évidemment la recherche historique c'est des récits et que ce qu'on arrive à constituer comme ce qu'on arrive à reconstituer scientifiquement par la science historique, en fait, repose très largement sur les interprétations. Enfin, il y a pas des hypothèses. Mais parce que moi, je ne crois pas que le monde existe objectivement. Donc, il n'existe que des récits. Donc après, non, concilier un matériau historique et des récits, non, au contraire, ça me paraît pas très. Et c'est vrai que donc Hildegard, on disait, elle a été une femme vraiment remarquable. Elle a travaillé dans plusieurs domaines. Elle a pensé. Et encore actuellement, donc on retrouve des occurrences, ou en tout cas les papiers. Donc c'est une figure qui est toujours très présente. Par exemple, on retrouve des recettes salades de Hildegard dans certains magazines. En quoi est-ce que c'est encore une figure actuelle ? Et ben c'est ce que je disais, elle est réactualisée en fait, et elle est réactualisée dans divers sens au fil des temps. Enfin,
Et le fait qu'elle soit maintenant naturopathe, c'est vraiment récent. Voilà, elle sert d'argument commercial en fait. Enfin, je veux dire, son nom est devenu maintenant une espèce de trademark pour te dire que ce que tu vas manger va être très bon pour ta santé. Après, le rapport à la Hildegarde historique est discutable, mais en même temps, c'est pas très important. Enfin, à mon sens, c'est pas très important. Et surtout, ça c'est vraiment un truc récent. Alors voilà. Est-ce qu'elle y aurait pensé au moment où elle faisait ses recherches dans le passé? Non, vraisemblablement pas. Mais c'est même parmi les travaux historiques sur lesquels j'ai bossé, il y a une des spécialistes de Hildegarde qui est française qui a fait sa thèse là-dessus sur l'édition, la première édition. Imprimé de la Physica, donc qui est ce livre de botanique sur lequel se basent de façon plus ou moins lâche tous les essais qui paraissent en ce moment. Et il est assez vraisemblable que la Physica soit au moins partiellement apocryphe. Mais en fait, le fait que ce ne soit pas nécessairement l'œuvre d'Hildegarde n'est pas très important. Ce qui moi me semble intéressant, c'est dans quelle mesure on a envie de le relier à cette figure, et donc du coup quel poids symbolique cette figure continue d'avoir. Et ça, c'est vraiment tout au fil de l'histoire. Enfin, je veux dire, pendant des siècles, Hildegarde, c'était la femme qui a annoncé l'Apocalypse. Et elle a écrit un livre là-dessus. Et en fait, c'est pas du tout elle qui a écrit ce livre. C'est pareil, c'est Gabriel Eberbar qui a fait un mix de textes qu'il a retrouvé chez Hildegarde, etc. Donc, elle a toujours. Enfin, c'est pas du tout nouveau qu'elle serve à des causes qui sont pas les siennes. Ça a été aussi délivrer des messages. Un grand personnage du nationalisme germanique. Je pense pas que ça lui ait jamais effleuré l'esprit que c'est la moindre importance. Enfin, et donc, du coup, c'est une figure qui est réinvestie, donc du coup c'est aussi une figure de désir, et donc moi je trouve ça intéressant de voir, parce qu'il y en a assez peu en réalité des figures aussi polymorphes, et en plus c'est une femme, ce qui est extrêmement rare, des femmes importantes du Moyen-Âge qui ne soient pas reines, on va dire, il n'y en a quasi pas. Enfin, Louise Labbé. C'est ça, à la même époque il y a Erard de Landsberg, mais qui est quand même aussi pas mal moins connue. Margaret de Navarre, ça va être plus tardif. Ouais, oui, c'est assez. Oui, il y en a très peu quand même. Hein. C'est vrai que d'un coup, elles ressortent aussi. Enfin, on peut pas passer à côté. Non. Mais je l'aime bien, Hildegarde. C'est un bon personnage. Et sinon, mais c'est carrément. Mais par contre, c'est vrai qu'avec Hildegarde, vous changez carrément de genre. Parce qu'après La Panse et Au bal des actifs, qui sont aussi parus chez La Volte, si je ne me trompe pas. La Panse, c'est Folio SF. Oui, il me semblait que je me trompais sur quelque chose. Pas de problème. Vous changez carrément de genre. Vous en aviez en fait d'écrire de la SF? Non, pas du tout. Mais alors, la question c'est quand est-ce que j'ai écrit de la SF? Ça, personne ne le sait vraiment. Mais surtout, non, j'ai toujours fait ça en fait. C'est Hildegarde fait masse parce que c'est un gros livre et que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Mais j'ai toujours écrit des livres différents. J'écris des livres différents, voilà. Donc après. Et le prochain alors le prochain, je sais pas encore, j'ai plusieurs pistes pour le prochain, mais disons que le prochain gros livre sérieux auquel je vais m'atteler et qui va me prendre 10 ans, ça va parler, pas du tout ça va parler des années 80 en Argentine, de la dictature argentine. Voilà. Mais il faudra être patient. Ça va rester encore un livre engagé, en tout cas, avec un message, avec... Eh ben, je sais, c'est pas tellement engagé que d'aller chercher, ouais. Ça m'intrigue. Donc c'est aussi ça en fait l'idée. C'est aussi Hildegarde. Comment dire, le fait de faire des bouquins, c'est aussi aller chercher et creuser. Et c'est prétexte à passer beaucoup de temps à faire la documentation et lire des livres et me renseigner. Et ensuite à tout compiler et voilà. À écrire. Hein. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite un super salon. Merci, et à bientôt.